Bonjour à tous. Ça fait un peu démarrage de Bienvenue sur la radio FM. Donc, on va démarrer sur cet atelier autour de l'entrepreneuriat. J'en rappelle le périmètre et l'objectif. L'objectif, c'est de positionner l'entrepreneuriat comme une alternative à la recherche d'emploi. C'est-à-dire que on n'est pas dans des chemins, je suis salarié à vie et quand je n'ai plus de job ou je veux me reconvertir, je resterai salarié à vie. On n'est pas de l'autre côté entrepreneur et que entrepreneur. Il y a une porosité entre ces deux chemins et c'est cette porosité-là qu'on veut adresser et qu'on veut traiter dans cet atelier. En fait, la période que nous connaissons aujourd'hui, on ne va pas revenir dessus, hein, on connaît la Covid, etc., crée une certaine anxiété généralisée. Et au-delà de l'aspect sanitaire, dont on a beaucoup d'informations à la télé, pas besoin de revenir dessus, une des questions concerne finalement l'avenir professionnel de chacun de nous, hein, on se met tous dedans, avec des points d'attention qu'on connaît tous, de quoi va être fait demain. Et c'est vrai qu'on soit étudiant, qu'on soit salarié ou qu'on soit demandeur d'emploi, finalement, j'ai envie de dire bien malin qui sait ou qui peut prévoir ce que sera l'avenir professionnel. Alors, il y a une phrase que j'aime bien qui s'appelle « On ne naît pas entrepreneur, on le devient ». C'est une phrase que je porte. Hein. Rappelons que je suis moi-même enseignant en stratégie et entrepreneuriat à Montpellier Business School et je suis également cofondateur d'une société qui suit des porteurs de projets. Donc, j'aime bien porter cette phrase et démarrer par là, parce que si on considérait qu'on était entrepreneur à la naissance, on n'aurait pas grand-chose à faire tous ici autour de la table. Donc, pour traiter ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir des porteurs de projets et Élise Planel, je vous présenterai à la fin. Donc, premièrement, Malvina Clément, qui est lauréate French Tech Tremplin. Rappelons que le French Tech Tremplin est ouvert à l'entrepreneuriat, ouvre l'entrepreneuriat à la diversité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas non plus que des spécialistes de l'entrepreneuriat sortant d'écoles de commerce qui peuvent créer des entreprises, heureusement. On recevra aussi Carmel Canton-Baccara, qui est également lauréate French Tech Tremplin. Antoine, qui est pour le coup étudiant à Montpellier Business School, incubé à Montpellier Business School et qui a, avec son associé Thibaut, créé une entreprise qui s'appelle Quilus, entreprise qui a démarré et dont il parlera un petit peu après. Et enfin, Élise Planel, Pôle emploi et référente création d'entreprise. Et là, j'imagine beaucoup de questions. En tous les cas, moi, j'en ai beaucoup pour savoir comment Pôle emploi peut aider et peut accompagner tous les porteurs de projets, j'allais dire en herbe, qu'on va avoir dans la salle à se positionner. Je démarrerai juste par deux ou trois chiffres qui, pour moi, sont intéressants de ce qu'on veut illustrer ici. Si on prend des chiffres donnés par la BPI et par l'INSEE, on voit qu'en 2019, alors je n'ai pas récupéré les chiffres 2020 et ça a peu d'importance, en 2019, on a eu 850 000 créations d'entreprises, à peu près. Ce qui était une très grosse croissance, près de 50% de croissance par rapport à 2016. On était à 500 000 globalement créations d'entreprises dans l'année. C'est énorme, c'est beaucoup. Mais si on regarde les chiffres de l'intention entrepreneuriale, c'est-à-dire tous les gens qui un jour ont voulu créer une entreprise et qui ne l'ont pas fait, on a un chiffre ici de 15 millions de personnes. Donc, on a 15 millions de personnes qui se sont dit un jour, je vais créer mon entreprise parce que j'ai l'idée et l'envie. Et finalement, sur un an, on a 850 000 entreprises qui se créent. Alors, pourquoi on a ce gap au milieu? Pourquoi on a des freins? Et je trouve que le partage d'expérience avec le porteur de projet qu'on a ici va nous permettre de comprendre tout ça. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Première question pour Malvina. Est-ce que pour toi, l'entrepreneuriat était une évidence? Ou est-ce que c'est venu après un certain temps dans ton parcours professionnel, lié à un contexte peut-être? Et qu'est-ce qui t'a donné la force de passer à l'acte, la force de te lancer? D'accord. Déjà, bonjour à tous. Moi, je suis cofondatrice de la société Univers. Univers, c'est une plateforme digitale qui est destinée notamment aux jeunes pour les aider à trouver facilement une réponse à leurs problématiques. La particularité d'Univers, déjà, c'est de mettre en lien ces personnes avec les structures d'accompagnement et les entreprises en même temps. En fait, moi, à la base, je viens du secteur associatif. J'ai toujours aimé créer des projets et innover selon les besoins des personnes que je rencontrais.
j'ai un Master 2 dans ce domaine-là. J'ai aussi participé, par exemple, à la création d'un festival pour jeunes talents. Donc voilà, c'est toujours la création de projets, ça a toujours été quelque chose qui m'a attirée. Au départ, dans le secteur associatif, j'y étais très bien, j'y ai passé 10 ans. Mais à un moment donné, c'est peut-être le fait que je sois salariée aussi, je me suis sentie un peu à l'étroit, notamment quand j'ai eu l'idée d'univers. J'ai eu besoin d'aller voir ailleurs que là où j'étais en salarié. Et donc, je suis allée voir des sources de financement, notamment auprès de fondations et auprès de French Tech Tremplin. Donc, j'ai intégré ce programme-là. Et c'est comme ça que je suis devenue aujourd'hui entrepreneur. Ça fait même pas un an, mais voilà. Et en fait, ce n'est pas une évidence à la base. C'est bien évidemment une envie qui est là depuis tout le temps. Mais il m'a fallu déjà un projet d'une certaine envergure qui m'a donné envie de sauter le pas. Et il m'a fallu aussi un tremplin, être entouré, avoir aussi au niveau financier. Voilà, cette aide-là, ce sont ces deux choses-là qui m'ont permis de sauter le pas. D'accord. Donc, en fait, le premier moteur, c'est la volonté d'une reprise d'autonomie et de liberté pour créer soi-même par rapport finalement un vécu, à une expérience passée qu'on a. Et on fait le constat de ce que l'on pourrait apporter en faisant autrement et on se dit, tiens, c'est peut-être le moment de s'y lancer. C'est à peu près Complètement. ça. Okay. Oui. Alors, on entend aussi partout que l'entrepreneuriat, c'est à la portée de tout le monde. Et là, j'aimerais bien poser la question à Antoine, pardon, puisque c'est Antoine qui représente Quiluz. Poser la question à Antoine, est-ce que tu es d'accord avec cette phrase? Est-ce que c'est à la portée de tout le monde? Et je dirais, je la couperai en deux. Est-ce que tout le monde peut le faire? Et est-ce que c'est une évidence pour tout le monde? C'est-à-dire, on démarre et ça y est, c'est bon, un peu comme si on jouait au foot. Bon, alors bonjour à tous. Déjà, merci Cyril pour ton invitation à ce bel événement qu'est Jobstick. Alors moi, je suis Antoine. J'ai cofondé l'organisme de formation Quiluz. Donc, on est basé à Castelnau. Pour construire notre offre, en fait, on est parti d'un constat simple. Aujourd'hui, une fois rentré dans la vie active, il y a très peu de possibilités de se former. La plupart des formations, elles sont en présentiel. Ça nécessite de mettre en pause notre activité pendant qu'on se forme. Et c'est souvent des formations obligatoires ou poussées en interne par la hiérarchie. Donc, on a pourtant de plus en plus de professionnels qui souhaitent devenir acteurs de leur formation professionnelle. Et comme tu l'as dit, Cyril, il y a de plus en plus aussi de reconversions. On sait que 93% des actifs ont songé à une reconversion pro. Et pour répondre à ces besoins, on a beaucoup réfléchi afin de proposer une offre qui ait du sens et puis qui réponde à l'ensemble de ces problématiques et ces changements. Pour ce faire, on s'est donc beaucoup intéressé à la pédagogie qu'on souhaitait fournir à l'ensemble de nos apprenants et aux compétences qu'on devait leur délivrer. Donc, ces derniers mois, on a pu observer, grâce ou malgré la crise sanitaire, que de nombreux Français ont choisi de se former et les constats que nous avions dressés plusieurs mois auparavant sont venus se confirmer, en particulier d'ailleurs dans le choix de digitaliser en fait notre offre de formation. Et donc justement, pour en revenir à ta question, Cyril, on s'est posé un petit peu la même question que toi, à savoir si l'entrepreneuriat était à la portée de tout le monde. Et aujourd'hui, tout le monde, peu importe l'âge, la classe sociale et l'investissement aussi de départ, peut créer en quelques clics son entreprise. Donc, une fois qu'on a fait cette première étape et qu'on a fait le pas, on a besoin souvent d'outils et d'accompagnement surtout pour faire les bons choix et puis pour lancer son activité. Donc, c'est là que le choix d'une formation professionnelle, elle prend du sens. En tout cas, c'est ce qu'on pense. Et au début, on a souvent besoin de visibilité. Donc, on a besoin voilà, de faire son site internet, de créer son logo, sa stratégie digitale. Et c'est pour toutes ces raisons qu'on a choisi du coup de proposer cet accompagnement pour les nouveaux ou les futurs entrepreneurs. Et on souhaiterait aussi travailler d'ailleurs avec Pôle emploi pour proposer ces formations aussi aux demandeurs d'emploi. Dans le cadre de la création d'entreprise que vous avez faite, c'est la première que vous avez faite ou vous avez tâtonné avant d'arriver à un sujet? Comment vous l'avez trouvé ce sujet? Vous n'êtes pas levé un matin en disant tiens, je vais faire ça? Ah non, bien sûr. Alors nous, c'est vrai qu'on était, donc on était étudiants, on avait déjà toujours eu l'envie d'entreprendre, donc on avait lancé chacun avec mon associé notre petite micro-entreprise au début pour commencer. Et après, ça s'est fait un peu avec le temps. Cette première expérience, ça a évolué. On a commencé dans la création de sites internet et puis on s'est rendu compte que les gens avaient surtout envie de maîtriser leur site et d'apprendre à l'utiliser. Donc, on s'est tout de suite on s'est dirigé vers la formation ensuite, et puis voilà, l'activité a évolué avec le temps, quoi. D'accord. Carmel, de ton côté,
tu es French Tech Tremplin, je vais te laisser présenter ton activité. Tu vis l'aventure entrepreneuriale et j'allais dire même tu la vis de façon très concrète puisque tu es dans un démarrage opérationnel, c'est-à-dire que tu as tes premiers clients, tu as tes premiers fournisseurs, tes premiers chiffres, donc ça devient très réel. Est-ce que tu penses que tout le monde peut le faire et comme ça, j'allais dire s'improviser entrepreneur ou qu'il y a quand même des choses à respecter, même si on va y revenir un petit peu plus tard? Bonjour à tous. Déjà, merci Cyril pour l'invitation. Je m'appelle Carmel, je suis fondatrice de la plateforme digitale Ma Ferme Digitale, qui offre d'une part au grand public de pouvoir commander et se faire livrer des produits alimentaires issus exclusivement de modes de culture respectueux de l'environnement et de passer au zéro déchet sans effort. Et d'autre part, qui offre aux enfants de nos utilisateurs une sensibilisation écologique autour d'un environnement ludique. Très concrètement, sur la plateforme, il y a deux interfaces. Une interface dédiée aux adultes avec un service de livraison et de recyclage et une interface dédiée aux enfants avec un mini-jeu de simulation de ferme maraîchère via lequel ils peuvent apprendre à reconnaître les plantes, à gérer leur croissance, mais surtout à adopter des attitudes respectueuses de l'environnement. Pour revenir à la question, je dirais aujourd'hui, tout le monde peut entreprendre, mais ce n'est pas une évidence. Parce qu'il existe un réel fossé entre avoir le désir ou avoir une idée profonde d'entreprendre qui, chez certaines personnes, est assez poussée et le fait de passer à l'acte et derrière même de persévérer. Parce que c'est lorsqu'on passe à l'acte qu'on est confronté aux réalités du projet, qu'on est confronté aux diverses barrières. Ça peut être des barrières en termes de ressources humaines, ça peut être des barrières financières ou ça peut être des barrières relatives au projet en lui-même ou au marché. Et par exemple, pour ce qui est des ressources humaines, on sait qu'un projet nécessite un certain nombre de familles de compétences. Et à moins d'être un mouton à 12 pattes, un entrepreneur à lui seul ne les a pas, toutes ces familles de compétences. Donc, il faudrait nécessairement s'appuyer sur d'autres personnes. Et derrière aussi, il y a des barrières financières. Tout projet entrepreneurial nécessite un investissement. Et il faudrait derrière aussi, au-delà de cet investissement, que les entrepreneurs ils puissent se permettre de vivre le temps que le projet en lui-même éclot et devienne rentable. Donc, tout le monde peut entreprendre, mais derrière, entreprendre, ce n'est pas une évidence. D'accord. Donc, si en fait, je voulais à ce stade faire une première petite conclusion et après, je passerai la parole à Élise pour qu'elle nous donne la vision Pôle emploi de la création d'entreprise. Je dirais que ce qui sort, c'est que tout le monde peut le faire, mais on ne peut pas le faire n'importe comment. On va revenir sur ce sujet-là parce qu'il est extrêmement important, parce que si on prenait les statistiques, on verrait qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'échecs lorsqu'on crée une entreprise, mais c'est souvent parce qu'on le fait un peu à l'intuition, un peu à l'improvisation. Élise, concernant Pôle emploi, comment vous voyez cet entrepreneuriat? J'allais le nommer l'entrepreneuriat de reconversion. Alors, Peut-être à tort d'ailleurs. non, non, après, je pense qu'il y a deux sortes d'entrepreneuriat, en tout cas au niveau des demandeurs d'emploi. C'est qu'on a les personnes qui ont vraiment cette envie dès le départ, donc ils profitent de ce moment pour mener à bien leur projet. Et les autres qui subissent un peu plutôt et qui se disent pourquoi pas avoir un revenu de substitution vu que le salariat, ça ne fonctionne pas. Mais on n'est pas du tout du coup sur la même dynamique. Là où la personne qui arrive avec son projet est très demandeuse d'accompagnement, d'avoir tous les conseils possibles pour mener à bien son projet. L'autre personne a tendance plutôt à créer directement sans demander quoi que ce soit. Donc, à créer souvent en micro-entreprise. Or, après, il faut savoir, d'après les chiffres de l'INSEE, qu'il y a quand même 77% des micro-entreprises qui ferment dans les 5 ans et 40% des entreprises tout court. Donc, ça reste quand même beaucoup. Après, bon, échouer, c'est aussi une manière d'apprendre. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des moyens d'apprendre certaines choses en amont, tout en préparant donc son business plan. Et je rejoins beaucoup Carmel sur ce qu'elle a dit. On ne peut pas être un mouton à 12 pattes. Il s'agit avant tout, avant de commencer quoi que ce soit, d'établir quelles sont vos propres compétences et quelles sont celles à acquérir ou à déléguer.
et comment les déléguer. Et ça fait vraiment partie des bases de la création d'entreprise. Et c'est vrai que si on n'a pas envie vraiment de réfléchir et de trouver peut-être des solutions à certains problèmes. Je parle de ça dans le sens où beaucoup sont dans la politique de l'autruche. Tant que la question ne se pose pas vraiment, ils foncent. Et c'est là, évidemment, où on a les problèmes qui arrivent derrière. Il faut arriver à, pour moi, se faire accompagner pour avoir justement un regard extérieur sur son projet et pouvoir se poser les bonnes questions et adapter à chaque fois son projet. Je parle de ça en connaissance de cause, que moi j'ai passé une licence en création d'entreprise, donc le management des organisations, donc il y a quelques années de ça, où j'ai dû donc mener un business plan à terme avec toutes les étapes et à plusieurs, et c'était très enrichissant, mais il a fallu poser des questions et être tatillon sur chaque question, et c'est difficile. C'est vraiment pas quelque chose de facile de pas contourner la question, de s'y confronter, et je pense que c'est quelque chose qu'on peut pas faire tout seul. On reviendra juste après à Ouais. ce que Pôle emploi met en place justement pour accompagner les demandeurs d'emploi qui seraient dans cette logique de la création d'entreprise. Il y a un élément déjà qui a été dit, je rebondis dessus parce qu'il fait écho en fait, il me plaît beaucoup. Lorsqu'on parle d'entrepreneuriat, on dit souvent que pour démarrer, il faut une idée et une motivation, une envie, c'est-à-dire de l'énergie pour pouvoir dérouler son projet de création d'entreprise. Dans la réalité, évidemment qu'il faut une idée pour pouvoir démarrer, parce que sans idée, on ne peut pas faire grand-chose. Mais la motivation n'est pas simplement une envie. On peut démarrer et devenir entrepreneur par une logique de contrainte. C'est-à-dire que ça n'est pas la projection dans un avenir futur, libre, riche, je caricature, mais c'est souvent ça, libre, riche, etc., qui crée l'entreprise et qui crée l'envie, la dynamique entrepreneuriale, comme on dit. Mais ça peut être aussi ce besoin de créer son job qui va obliger la personne à sortir de sa zone de confort et de son habitude de vie professionnelle au travers du salariat, la remettre en question et la mettre dans une logique de création d'entreprise. Et ce n'est pas parce qu'on en est là, qu'on le fait comme ça, que les chances de succès sont moindres ou qu'il y a moins de légitimité à l'avoir. Tout simplement parce que, et c'est une donnée importante que j'ai moi-même vécue, c'est qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat est quasi culturel. C'est-à-dire qu'à notre époque d'entreprise, de société, l'entrepreneuriat, on en entend parler partout. French Tech Tremplin, French Impact, toutes les opportunités de création d'entreprise. On pousse tout le monde à devenir un entrepreneur. Donc, c'est ce que j'appelle par étant culturel. Il y a 30 ans de ça, créer son entreprise n'était pas du tout dans les us et coutumes. Donc, quelqu'un qui a 40 ans, 45 ans, 50 ans aujourd'hui n'a pas été formé dans sa démarche et n'a pas été non plus préformaté à l'esprit, au mindset de la création d'entreprise. Et ça demande souvent une remise en question sur soi-même pour être en mesure de s'imaginer comme un entrepreneur, ou que ce soit une micro-entreprise ou une entreprise ne fait pas de différence, mais comme étant un entrepreneur. Donc, il y a plusieurs profils d'entrepreneurs. On imagine un peu trop souvent que l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui est, je vais être caricatural, hein, justement pour faire sourire aussi, hein, beau, fort, intelligent, motivé, dynamique. Non, l'entrepreneur, il y en a autant que de personnes, et c'est bien comme ça qu'il faut le comprendre. Il ne s'agit pas de se calquer sur quelqu'un, un profil type de l'entrepreneur, mais au contraire de prendre ce que l'on est pour en faire une dynamique entrepreneuriale. Alors, on va avancer un petit peu, puisqu'on se dit finalement que tout le monde peut envisager l'entrepreneuriat comme une évolution possible, mais que ça n'est absolument pas une évidence. Hein. Il ne s'agit pas de lever la main et de se dire bah, « tiens, je vais créer une micro-entreprise ». D'ailleurs, Élise, les statistiques que tu nous as données sont intéressantes. 77% de micro-entreprises s'arrêtent, tout simplement parce qu'on a créé une micro-entreprise. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un projet entrepreneurial, on est dans une création, tout simplement. Donc, entre l'envie et l'acte, il y a un monde. Alors, quelles sont les principales difficultés que l'on rencontre lorsqu'on se lance? Malvina, voilà, tu t'es levé le matin et tu t'es dit, tiens, ça y est, j'y vais, je démarre. Quelle a été ta vie? Tu nous as dit que ça a commencé il y a 1 an.
quelles ont été les différentes difficultés, les différentes prises de conscience d'ailleurs sur ce chemin entrepreneurial que tu as fait, à l'occasion de quoi qu'est-ce que ça t'a permis de faire? Comment ça t'a permis d'avancer? Moi, je pourrais parler de 2 points qui sont difficiles et en même temps, oui, qui permettent de mieux avancer. Déjà, c'est la prise de décision. Bah, là, je ne suis plus salariée. Les décisions, elles me reviennent à moi. Et voilà, c'est vraiment une grande marge de liberté où c'est à moi de faire avancer la boîte. Et pour ça, moi qui viens du secteur associatif, des fois, c'est compliqué de savoir quelles conséquences vont avoir mes choix à moyen et à long terme. Parce qu'il faut savoir où on veut aller et puis il faut connaître aussi le système dans lequel on évolue. Donc, ce n'est pas toujours facile la prise de décision. En fait, cette marge de liberté que je suis venue chercher dans l'entrepreneuriat, à un moment donné, elle peut donner le tournis aussi. Et moi, mes petites solutions dans ces cas-là, c'est d'en parler à certaines personnes clés, 2-3 personnes autour de moi, qui, je pense, vont pouvoir m'aider à avoir un autre éclairage sur mes questionnements et pouvoir avancer dans ma réflexion. Alors, des fois, ça perd encore plus, bien évidemment, mais souvent, ça marche quand même. Et la seconde chose, il n'empêche que c'est l'instinct. Tu parlais d'intuition tout à l'heure. Moi, j'ai une petite expérience du coup et mon instinct, j'y reviens souvent. C'est lui qui va m'aider au fond à prendre mes décisions. Donc, c'est très, très, très important, l'instinct pour l'entrepreneur. D'accord. Tu parlais d'accompagnement de personnes, je ne vais pas dire référentes, mais de personnes avec qui tu échanges. C'est des personnes de quel cadre? C'est un cadre familial? C'est un cadre professionnel, c'est-à-dire des gens qui ont travaillé avec toi avant? C'est un cadre entrepreneurial, c'est-à-dire c'est des gens qui ont vécu cette aventure entrepreneuriale? Est-ce que c'est un cadre encore plus normé, structuré, du type incubation, porteur de projet? Alors avec la French Tech, évidemment, oui, hein, puisque c'est un des avantages du programme French Tech, c'est justement d'être accompagné. Et comment tu le définis, cet accompagnement? Et quelle valeur tu lui donnes? Alors, je ne dis pas c'est bien ou c'est mal, hein, mais quelle est l'importance de chaque cadran de l'accompagnement? Alors, ça fait plein de questions. La première, c'est déjà vers quel type de personne. Ça va vraiment dépendre de mes questionnements. Ça peut être du familial. Par exemple, moi, j'ai mon grand frère où je vais très, très souvent parler avec lui. Il va beaucoup m'aider, mais parce qu'il a aussi cet aspect stratégique. Il a un poste à haute responsabilité, donc il va beaucoup m'aider là-dedans. Ça va être des personnes, bien évidemment, toi aussi, tu m'as aidé plusieurs fois. Des personnes encadrantes, ça dépend. Enfin, je vais pouvoir aller vers une ancienne amie qui est avocate et qui va pouvoir aussi me donner un éclairage. C'est vraiment voilà, dans le réseau. Et puis, c'est selon les préoccupations. En tout état de cause, en toute logique, ah tiens, je crois qu'on a perdu Malvina, ou en tous les cas, son écran est figé. Ah. C'est le mien. Vous m'entendez? Je m'entends. Je pense que c'est moi qui ai un problème. Ce n'est pas grave. OK, donc en tous les cas, peu importe que la personne fasse partie du réseau familial ou pas, c'est toujours un porteur de compétences spécifiques. Ce n'est pas des gens que tu croises dans la rue. Ce sont des gens qui portent une compétence propre, spéciale sur un des sujets que tu adresses. OK. Antoine. Je voulais juste parler d'autre chose. Vas-y. Lorsqu'on parle de point de vigilance, donc c'est la prise de décision, et je voulais aussi parler du fait de distinguer ce qui est important de ce qui est urgent aussi. Souvent dans notre projet, on va avoir tendance à se focaliser sur l'urgence et peut-être à passer à côté de ce qui est important. Ce qui est important au niveau professionnel, mais ce qui est aussi important pour nous, parce que on a plusieurs vies en même temps. Hein. Moi, j'ai eu la chance d'être maman en même temps que j'ai mené cette expérience entrepreneuriale, le début de cette expérience-là. Et c'est vite qu'on ne sait plus où donner de la tête. C'est pas facile de mener toutes ces vies-là en même temps. Et donc, il y a un livre que je vous conseille vraiment à tous, qui m'a beaucoup éclairé, qui est de Stephen Covey. Le titre, c'est Les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent. Et là-dedans, il parle vraiment de cette distinction entre ce qui est important et utile. Et depuis que je l'ai en tête, ça me permet de me sentir mieux et d'être aussi plus efficace.
Dans ce livre, il parle d'un chiffre, il explique qu'en fait que 80% de nos résultats sont dus à 20% de nos actions. Voilà, donc je trouve ça très parlant. Ok. Antoine, de ton côté, et là en plus de ça, on va avoir un peu de spontanéité dans la réponse, c'est chouette. Quelles ont été les principales difficultés que vous avez vécues avec Thibaut sur la création de Quiluse, quel que soit le domaine de cette difficulté? Alors, les principales difficultés, pardon, quand on se lance, c'est les risques qu'on prend surtout, que ce soit des risques financiers ou personnels, parce qu'on ne sait pas, il y a toujours des moments où on doute, où on se dit, bon, est-ce que je fais les bons choix? Comme on l'a dit avant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de responsabilités, c'est là que tout se joue, quoi. C'est des choix qui sont décisifs pour la suite. Et là, par exemple, récemment, on a eu nos bureaux en septembre. C'est des choix qui sont durs à faire et on ne sait pas si on est en train de faire quelque chose de complètement démesuré, surtout à notre âge où on était étudiant. Voilà, on a toujours les études en parallèle. C'est un peu compliqué comme, euh, comme positionnement. Et voilà, je pense que c'est surtout ce qui est dur, c'est de faire ces choix et de les faire bien. Carmel, de ton côté, euh, tu te retrouves dans ce qui a été dit? Oui, plus ou moins. Moi, particulièrement, j'ai été confrontée à 3 difficultés. La première, c'était des difficultés en matière de ressources humaines. Mon projet a un gros côté IT et c'est une famille de compétences que je n'ai pas forcément. J'ai quelques bases en IT, mais je ne maîtrise pas. Donc là, il fallait faire un choix. Je savais que je devais m'associer, mais je ne voulais pas m'associer à n'importe qui et à n'importe quel prix, parce qu'il faut savoir qu'en entrepreneuriat, lorsqu'on s'associe, c'est comme un mariage. Donc, il faudrait que les bases soient assez claires dès le départ et que ce soit fait avec la bonne personne. Le deuxième problème auquel j'ai été confrontée, la deuxième difficulté, c'était celle de savoir est-ce que le projet, il va plaire? Est-ce que c'est pas juste une vue de mon esprit? Est-ce que c'est pas juste une belle idée? Et comment est-ce que je vais faire pour passer cet enthousiasme-là aux gens et les ramener sur la plateforme? La troisième difficulté, c'était moi-même. Je pense que c'est la plus importante, c'est pour ça que je l'ai mise à la fin. Euh, je suis quelqu'un de têtu, très têtu. Je suis quelqu'un qui avait des difficultés à écouter. En fait, il m'a vraiment fallu déterminer, découvrir quel était mon profil entrepreneurial pour vraiment me dire, OK, là, je pense que je pourrais partir sur de bonnes bases. J'avais des difficultés à écouter et tout. Un bon entrepreneur, c'est un entrepreneur qui doit être quelqu'un de têtu qui écoute. Donc, je sais, je ne dois pas le dire ça comme ça. Et derrière, comment j'ai fait pour parer à ces difficultés-là? Pour l'association, j'ai essayé, avant de m'associer, j'ai essayé vraiment de faire des recherches. J'ai même fait un programme dans ce cadre-là. J'ai rencontré des gens qui avaient déjà créé des entreprises, qui se sont associés. J'ai discuté et sur cette base-là, j'ai pu clairement définir de quoi j'avais besoin. Qu'est-ce que j'avais besoin que l'associé m'apporte de façon claire, définir une fiche. Et sur cette base-là, j'ai fait le choix d'un associé. Pour ce qui était de comment est-ce que j'allais faire pour amener les gens sur la plateforme, je vais dire ça a plus été à l'audace. C'est-à-dire, je savais que, par exemple, pour le mini-jeu, j'aurais pu faire comme c'est le cas avec des applications ludo-éducatives aujourd'hui, à faire de la promotion, mais je suis allée directement au niveau de l'écolothèque, sachant qu'en les touchant, je pouvais toucher l'éducation nationale et ça s'est bien passé. On est en discussion aujourd'hui. Et pour la dernière difficulté, j'ai juste identifié moi-même, j'ai accepté moi-même que j'avais un ensemble de défauts qui ne cadraient pas avec un statut de manager. Peut-être un statut de leader, mais pas un statut de manager. D'accord, c'est très complet tout ça. Élise, alors dans le cadre de ces entrepreneurs qui démarrent et qui n'ont pas eu encore d'expérience entrepreneuriale, c'est-à-dire qui découvrent au fur et à mesure qu'ils avancent les problèmes, et il y en a plein d'autres. Oui. Il y en a plein d'autres, hein, on le sait bien, il y en a beaucoup. Ils ont ressorti les points qui les a marqués, mais le chemin est semé d'embûches. Alors, comment Pôle emploi, lorsqu'on parle de reconversion ou de demandeurs d'emploi qui veulent profiter de cette opportunité pour créer leur entreprise, comment Pôle emploi les accompagne ou quels sont les dispositifs que vous avez à votre disposition?
Alors, il faut savoir déjà que, effectivement, même si on prépare son business plan correctement, ce n'est pas une science exacte. Mais effectivement, si vous ne le préparez pas du tout, là, vous avez vraiment toutes les chances de vous planter. Donc, pour préparer les demandeurs d'emploi à la création d'entreprise, donc il y a plusieurs prestations. Enfin, il y a des ateliers et une prestation. Donc, le premier atelier dont je peux parler, ça s'appelle m'imaginer créateur d'entreprise. Donc, c'est vraiment pour explorer l'idée de la création. Donc, c'est sur une demi-journée. Vous avez également l'atelier Mon projet de création d'entreprise et moi. C'est pour identifier les étapes et se situer dans le processus de création. Et donc, cet atelier, il est sur une journée. Il y a la prestation Active Créa, donc, qui est très bien justement pour tous les tout débuts de la création d'entreprise. Donc, faire le point sur ses compétences, son profil entrepreneurial, également son environnement. Est-ce que l'environnement est adapté? Donc, l'environnement, ça peut être l'environnement familial, mais c'est aussi la société. Est-ce que la société est prête aussi pour un certain produit? Et donc, vous pourrez déjà avancer sur ce terrain-là. Il y a aussi les ateliers Google, donc les bonnes étapes pour lancer son projet sur Internet. Donc, c'est une fois par mois. Ensuite, sur Castelnau, plus particulièrement, nous avons une réunion d'information sur les étapes de la création d'entreprise et pour repositionner justement l'offre de services de Pôle emploi. Et également une réunion d'information sur tout ce qui concerne les indemnisations et la création d'entreprise, puisque selon le statut juridique de l'entreprise, les aides ne vont pas forcément être les mêmes. Et voilà, tout simplement. Donc, il y a quand même, en synthèse, il y a beaucoup de dispositifs. Il y a beaucoup de dispositifs. Alors, il y a des dispositifs vraiment sur le début, sur le tout début de la création d'entreprise. Après, on ne va pas plus loin que, on va dire que sur toutes les étapes, vous avez, on est là pour, enfin, les prestations, les ateliers sont là pour définir l'idée. Donc, je vends quoi, à qui, comment, pourquoi, et vérifier l'adéquation homme-projet. Voilà. Nous, on s'arrête là. Ensuite, c'est la région qui est en charge donc du suivi des créateurs, donc avec des structures financées dans ce cadre-là. D'accord. Et c'est là où on va retomber globalement sur les incubateurs, par exemple, ou des choses comme ça. Voilà. Okay. Exactement. Alors, comme toujours, je vais faire une petite conclusion de tout ce qui a été dit. Ce que l'on voit, c'est que finalement, autour des porteurs de projets et de ce que dit Élise, qui est finalement le retour, le feedback de milliers de porteurs de projets, puisque c'est ce que vous avez en face de vous. C'est ça. Donc, on est quand même sur une grosse statistique. C'est que globalement, le projet entrepreneurial, à l'origine, il s'adresse à tout le monde. On va en reparler un petit peu après dans la conclusion. Il s'adresse à tout le monde pourrait le faire, mais qu'il y a un certain nombre de choses à caler, que ce soit d'un point de vue méthodologique, d'un point de vue, quand je dis méthodologique, c'est tout simplement pour être en mesure de répondre à des questions aussi simples ou aussi bêtes en apparence que y a-t-il un marché pour mon idée? Est-ce que mon idée est faisable? Est-ce qu'elle est finançable? Bref, c'est des questions qui paraissent vraiment extrêmement simples, voire simplistes, mais qui débouchent sur des problématiques qui ne le sont absolument pas. Et donc derrière, on a, pour certains, un besoin d'accompagnement, d'apport de compétences, d'apport de savoir et de prise en maturité par rapport à ces questions-là. Pôle emploi a bien décrit d'ailleurs comment ils aidaient sur ces premières étapes. On a une problématique de personne lorsqu'on est entrepreneur. On est seul aux commandes. C'est souvent ce qui nous a amené à vouloir être entrepreneur, mais c'est aussi souvent ce qui nous amène, comme l'a dit Malvina de mémoire, dans cette espèce d'étourdissement. Je décide de tout. C'est moi, c'est mon investissement, c'est mon projet. Je peux me retourner vers personne pour dire alors, tu es d'accord avec moi? Tu déciderais quoi, toi? Parce qu'à la fin, je vous rappelle un adage, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Et dans l'entrepreneuriat, le mot a été lancé par Antoine. Le risque est assumé par l'entrepreneur et par personne d'autre que l'entrepreneur. Et c'est là où je trouve que les conseilleurs ne sont pas les payeurs. C'est un bel adage à garder en tête parce que conseiller quelqu'un, c'est facile. Assumer le risque de la décision est beaucoup plus complexe et surtout quand le risque se qualifie en dollars, en euros ou en temps perdu lorsqu'on est demandeur d'emploi, lorsqu'on sait que le temps est une denrée importante
dans ce contexte-là. Il y aurait plein de choses à dire sur la décision en intuition que j'aime beaucoup lorsque Malvina le décrit. On peut être intuitif lorsque l'on connaît parfaitement le domaine dans lequel on est en train d'agir. Si je crée une entreprise pour, je vais dire une énormité, pour poser des terrasses, et que c'est mon métier quand j'étais salarié, je peux décider sur mon intuition parce que je connais ce métier. Lorsque je crée une entreprise dans un domaine qui n'est pas le mien, où je ne connais pas, la décision intuitive est la plus grosse certitude de faire une erreur, parce que pour être intuitif, il faut avoir une expérience dans le domaine. Alors, on pourrait en parler des heures et des heures, c'est un domaine extrêmement intéressant, mais la décision est quelque chose d'important qui oblige à récupérer toutes les bonnes informations, et c'est là que l'accompagnement prend toute sa dimension, parce que c'est lui qui va vous guider sur le chemin de l'obtention de la bonne information pour pouvoir prendre la bonne décision au bon moment. Le moment a été cité également autour de ma vie personnelle, ma vie en tant qu'entrepreneur. On le sait bien, je ferai référence à rien, mais les gens qui sont là vont comprendre. Il se passe des choses dans la vie qui créent, je ne vais pas dire des turbulences, mais bien plus que ça. Et l'entrepreneur, il doit être capable de gérer tout ça. Donc, il est souvent seul, et cette solitude, parce que ça devient une solitude, doit être accompagné pour pouvoir respirer, prendre de l'air, échanger, reprendre de la motivation, confronter ses idées et réfléchir. Alors, pour le dernier tour de table, je poserai bien une question à vous tous. Quels sont les conseils que vous donneriez à un futur entrepreneur? Imaginons une seconde qu'en face de nous, là, on ne vous voit pas, mais si vous avez des questions, d'ailleurs, il y en a une. Où et comment trouver des idées de démarchage clientèle? On va y répondre juste après le tour de table. On prendra cette question, on va y répondre. Quel conseil vous donneriez à toutes ces personnes qui sont en face de nous et qui aimeraient se lancer, qui ont une idée, mais qui n'osent pas? Allez, on commence par l'ordre des vidéos. Antoine, quel conseil tu donnerais? Allez, alors moi, si je devais faire une petite checklist avec tous les conseils, je dirais qu'en premier, il faudrait que vous trouviez une activité qui a du sens pour vous. Qu'est-ce que vous voulez changer? Changer le monde, bon, c'est des grandes idées, mais tout de suite là, qu'est-ce que vous pouvez faire et qu'est-ce que vous pouvez changer? Après, je dirais, comme l'a dit Carmel, pardon, par rapport au choix des associés, c'est super important. Voilà, choisissez bien les personnes avec qui vous allez développer le truc. Moi, par exemple, je sais que mon associé, c'était Thibaut. On était tous les deux étudiants dans un 20 mètres carrés. Là, il faut que ça marche entre nous. Sinon, pendant 6 mois, on était dans un 20 mètres carrés. Ça peut pas, voilà, vous ne pouvez pas faire un truc si l'associé, il n'y a pas de confiance. C'est compliqué. Après, je dirais aussi qu'il faut bien s'entourer, comme on l'a dit tout à l'heure, hein. Souvent, le mal-être de l'entrepreneur, c'est la solitude. Donc, il y a plein de moments où vous allez avoir des doutes, où vous allez avoir des craintes. Donc, il faut être entouré, il faut trouver les bonnes personnes sur qui on peut compter, avoir des avis fiables. Et justement, du coup, j'en viendrai au point suivant, c'est la résilience. Faut être persuadé, faut vraiment rester focus sur votre projet. Si ça prend 6 mois, 1 an, 2 ans, il faut garder le temps, prendre le temps que vous allez y passer et il faut le faire à fond, quoi. Faut pas forcément écouter, vous allez avoir des critiques, des gens qui veulent essayer de vous freiner. Faut rester concentré et puis y aller foncer, quoi. Ça me fait penser à la phrase de Carmel, têtu et à l'écoute. C'est ça, ouais, c'est exactement ça. Ouais. La nuance est fine, mais ouais. Et sinon, le dernier élément pour rester plus dans la pratique, c'est que je pense que tout de suite, il faut penser dans l'opérationnel à développer votre visibilité, à vous former parce que vous capitalisez sur vous. Et puis, après, pensez aussi à analyser votre activité, à prendre un peu du recul. Les analyses globales, c'est bien. Il faut faire un business plan au début, ça, c'est des bonnes choses. Après, il ne faut pas non plus trop se bloquer là-dedans. Il faut aussi aller dans les petits points précis, dans l'opérationnel. Faire des to-do list, par exemple, tous les matins sur qu'est-ce qu'on va faire dans la journée, faire des petites listes et puis suivre ça. Des objectifs simples à atteindre et puis voilà, avancer en étant organisé et puis bien concentré, quoi. D'accord. Merci Antoine. Malvina, pour toi, le meilleur conseil à donner à un futur entrepreneur? Moi, je reste sur suivre son instinct, hein. C'est vrai qu'on pourrait en parler
vraiment beaucoup. Tu dis que c'est soit l'expérience, soit l'instinct et qu'on ne peut pas avoir d'instinct sans expérience. Mais moi, je pense que, comme dit Antoine, l'instinct, c'est ce qui renvoie vraiment à ce qu'on a, au sens qu'on donne aussi aux choses. Et c'est important d'avoir, comme tu dis Antoine, le projet qu'il ait du sens parce que lorsqu'il va se passer des turbulences, lorsque on va être remis en question, c'est vraiment ce sens qu'on donne à notre projet qui va faire qu'on va tenir. On nous a dit durant les Google Ateliers que quelqu'un qui est passionné par son projet peut y rester pendant 10 ans et donc sera capable de le remettre en question, de le faire évoluer. Voilà, donc je reste vraiment sur écouter son instinct, bien évidemment s'entourer, oser et peut-être aussi se projeter et être sûr que pendant 1 an, 2 ans, financièrement, on va pouvoir suivre, ne pas se mettre en danger non plus, quoi. Merci. Alors, l'histoire de la décision intuitive, hein, ce n'est pas moi qui le dis, hein, ça fait partie des 4 théories de la décision qui ont été produites. Non, mais et moi non plus, c'est pas moi, c'est Blaise Pascal qui dit deux choses qui instruisent la nature de l'homme sont l'expérience et l'instinct. Ah oui, mais instinct et intuition ne sont pas forcément 2 choses similaires. C'est un débat philosophique qu'on pourra avoir par ailleurs. Ouais, après. Carmel, ton conseil? Ouais. Si je devrais, à cet instant, jeter une bouteille à la mer, les 5 conseils, j'y mettrai 5 conseils. Avant de commencer à les énumérer, je vais emprunter un terme aux scientifiques, la sérendipité. Je trouve que c'est un mot qui cadre parfaitement aux entrepreneurs qui ont eu beaucoup de succès. Et pour rencontrer des hasards heureux, il faut être quelqu'un de passionné et audacieux. Ensuite, je leur conseillerais d'être déterminés. Au-delà même de la détermination, d'être des personnes tenaces. En 3e position, je vais leur conseiller d'être méthodiques, c'est-à-dire d'établir un plan de choses à faire étape par étape. Non pas qu'ils va suivre ce plan-là forcément, mais qu'il y ait déjà un plan de développement qui soit préétabli. En 4e, je vais leur conseiller de ne pas faire comme moi, de se créer un réseau de personnes, d'écouter énormément, de se créer le réseau le plus grand possible, saisir toutes les opportunités, toutes les occasions qui soient pour se créer, pour s'entourer au maximum. Et en dernière position, le 5e conseil, ce serait de se faire connaître au maximum. Saisir toutes les opportunités qui s'offrent à eux pour se faire connaître. Donc, c'est ce que vous êtes en train de faire là. C'est ce que vous êtes en train de faire. Et c'est très bien. Si je devais jeter une bouteille à la mer, ce sont les 5 éléments que je mettrais à l'intérieur. Super. Moi, je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit. Élise, Oui. le conseil du professionnel. Alors, le conseil du professionnel, c'est vraiment accompagnement. Vraiment, c'est vraiment le mot. Il y en a d'autres, mais le principal que je pourrais dire. J'ai l'impression que les gens ont peur d'être accompagnés. Ça me fait penser, alors ça va vous faire sourire, mais ça me fait penser un peu à une application de rencontre. Quand ça match ou que vous likez quelqu'un, je veux dire, ça ne vous engage pas à vous marier avec. Donc, pareil pour l'accompagnement, vous pouvez très bien aller vers l'accompagnement et que voilà, ça donne ce que ça donne, mais ça ne vous engage pas à créer votre entreprise si finalement vous préférez ne pas le faire, tout simplement. Après, c'est des choix de vie aussi également. Après, les autres conseils que je pourrais donner, c'est de toujours être curieux et ouvert. De pas toujours. Donc, il faut quand même écouter, je pense, les gens autour de soi, parce que c'est aussi l'expérience client qui va faire que votre entreprise va aboutir vers quelque chose vers une réussite, parce qu'il faut surtout se fier non pas à vous, ce que vous pensez de votre produit, mais aux gens autour de vous, puisque vous n'êtes pas une généralité, vous êtes votre propre personne, donc il faut faire face aussi aux personnes qui sont dans votre environnement, de toujours rester ouvert à ce qui est dit, dans le sens où même les gens qui ne sont pas accompagnateurs, même les gens qui ne sont pas forcément des spécialistes, parce qu'il peut y avoir des idées des fois qui sortent de nulle part et qui sont des pépites, parce que justement les gens n'ont pas de limite, ils ne connaissent pas les limites de la création d'entreprise, donc c'est ceux qui n'ont pas de limite qui, à la limite, vont vous donner les meilleures idées. Après, vous l'appliquez, vous voyez comment vous pouvez l'appliquer, mais je pense que justement, c'est les gens qui ne sont pas dans ce domaine-là qui ont parfois les meilleures idées.
Après, il y a des gens qui sont dans le domaine pour vous aider à cadrer les choses. Mais voilà. Donc, curieux pour se réinventer aussi, pour pouvoir évoluer dans ce nouveau monde avec notre crise sanitaire actuelle ou autre. Et faire face surtout à la concurrence. Parce que tous les ans, vous allez avoir des nouveaux concurrents sur le marché. Il va falloir se démarquer et fidéliser votre clientèle. Voilà. Alors, je vous propose de prendre une minute, enfin le temps nécessaire pour répondre à la question qui nous a été posée. Je peux me permettre 30 secondes, Cyril? Oui. D'accord, excuse-moi, vraiment, je sais que ce n'est pas prévu. Je voulais juste rejoindre Élise parce que je pense que c'est très important ce qu'elle a dit, le fait de se faire accompagner, parce que pour moi, l'accompagnement avec Incube Online a été décisif. Donc, que ce soit pour le lancement ou le succès, le peu de succès que j'ai eu déjà avec le peu de temps où ça a été lancé, mais l'accompagnement a été décisif. Donc, je voulais vraiment la rejoindre dessus. Et c'est vraiment un élément, un conseil à laisser aux futurs entrepreneurs ou à ceux qui se sont déjà lancés et qui sont en leur début. Donc, merci Incube Online pour moi, pour ma part. Merci pour le partage. On a une question qui est où et comment trouver des idées de démarchage clientèle? Je dirais, je vais y répondre. Démarcher une clientèle revient à se poser des questions sur sa stratégie de vente. Qui j'adresse, pourquoi je l'adresse et comment je l'adresse. Et là, sur les idées de démarchage, on est sur le comment, sur les médias. Alors, il faudrait connaître le projet et à la limite, je vous invite à vous avez mon nom, vous avez probablement une adresse mail qui est associée dans mon descriptif. Envoyez-moi un mail et je reprendrai contact avec vous directement et je vous répondrai à votre question. Hein. Elle est simple et complexe, mais difficile de répondre lorsqu'on ne connaît pas le projet à ce type de questions. Donc, il faudrait qu'on en parle un peu à côté dans cette logique d'accompagnement. Après, qui peut accompagner? C'est une deuxième question. Alors ça, c'est une vraie bonne question parce qu'on l'a vu, Pôle emploi déjà accompagne sur la phase de démarrage, sur aider à comprendre ce que c'est que l'entrepreneuriat et avoir les premières discussions entre le profil et les compétences nécessaires par rapport au projet qui est anticipé. Donc, Pôle emploi peut accompagner. Ensuite, on a les incubateurs. Mais le problème des incubateurs, c'est qu'ils sont super performants, donc ils sont super demandés. Ils sont peu nombreux en France, il y en a à peu près 229, 230. Et donc, le nombre de projets accompagnés par les incubateurs est faible par rapport au nombre de projets potentiels qui devraient être accompagnés. Et en plus de ça, ils mettent un certain nombre, ce qu'on pourrait appeler des barrières à l'entrée. C'est-à-dire que comme il y a beaucoup de projets pour se positionner, et peu de place, forcément, il y a une sélection. Et cette sélection est faite soit sur des thématiques, soit sur des thématiques et des niveaux d'avancement ou des niveaux de maturité. Et enfin, vous avez la myriade des organisations privées ou territoriales qui vient se mettre, où on a un peu de difficulté à mesurer les niveaux de compétences de l'accompagnant et à trouver le bon accompagnant. Alors, et là, juste, je veux rebondir sur une chose. Si la personne est demandeuse d'emploi, elle peut revenir vers son conseiller, parce que nous, on agit sur les phases de début, mais ensuite, c'est la région qui finance des structures pour donc accompagner les demandeurs d'emploi. Donc, si elle est demandeuse d'emploi, elle peut bien sûr venir vers son conseiller pour qu'il lui donne le site internet vers lequel se diriger pour connaître les structures. Voilà. Donc, ça, c'est très bien. Sinon, après, il y a effectivement tous les accompagnements privés ou payants qui peuvent se mettre. Et là, la grande difficulté, on pourrait en faire 2 heures de table ronde, c'est de trouver le bon, celui qui vous correspond, dans le budget, en fonction du profil, de la compétence, etc. Je vais conclure parce qu'on a débordé de quelques minutes, mais je pense que c'est important de répondre à ces questions-là. Ce qu'on voit finalement, c'est que l'entrepreneuriat est ouvert à tout le monde. On n'est pas entrepreneur, on le devient. C'était la phrase de début, ça sera la phrase de fin. Mais on le devient ne veut pas dire on s'improvise. Ce n'est pas parce que je me lance dans l'entrepreneuriat que je me nomme entrepreneur et que du coup, je suis entrepreneur. Et que l'entrepreneuriat suppose un certain nombre de choses, comme on l'a dit, hein, la méthodologie, il y a des qualités personnelles, de persistance, de résilience, de ténacité, de curiosité, et il y a des compétences
de type savoir faire une étude de marché, savoir étudier une concurrence, savoir faire un business plan. Il n'y a pas qu'une seule méthodologie pour l'atteindre. Le business plan n'est pas toujours nécessaire, mais ça dépend des projets, ça dépend de plein de choses. Je voudrais vraiment qu'une chose soit importante, que vous le gardiez en tête. Ce n'est pas la bonne idée qui gagne, ce n'est pas la meilleure idée qui réussit. Ce qui réussit, plus que l'idée, c'est la façon dont on va la mettre en œuvre. Il y a des idées extrêmement simples, voire simplistes, qui donnent naissance à des entreprises et de belles entreprises, raison de plus pour des PME, voire des micro-entreprises pour se créer son job. Ça veut dire qu'on n'est pas toujours dans l'innovation et même on est très rarement dans l'innovation en fait, parce que l'innovation véritablement est très rare. On est plutôt dans l'amélioration de ce qui existe, dans la prise de part de marché de choses qui existent. Donc, ne pas se focaliser sur une idée complexe ou rechercher l'idée du siècle parce qu'on ne l'aura pas de façon claire, mais que la réalité, c'est plutôt se focaliser sur la meilleure façon de la mettre en œuvre parce que c'est là qu'est le succès. Et si vous avez bien écouté tous les porteurs de projets et Élise qui nous a partagé son expérience d'accompagnement, la réalité du succès, elle est dans la façon dont on va faire les choses, pas nécessairement dans l'idée. C'est pour ça que je ne saurais que trop renforcer le message qui a été donné. La solitude de l'entrepreneur est son principal obstacle pour toutes les raisons qu'on a évoquées et que l'accompagnement est la meilleure des réponses pour répondre à cet obstacle et pour le passer. Donc, il y a tout un tas de structures, tout un tas de méthodes, tout un tas de façons de se faire accompagner. Je vous invite à les découvrir et à prendre votre projet, y mettre un peu d'audace et de vous lancer si c'est ce que vous voulez vraiment faire. Voilà, je pense qu'on a terminé. Désolé à la régie, on a un petit peu décalé. Désolé. Je vous souhaite une excellente journée, une très bonne continuation et merci aux intervenants. Merci.